Bonjour à toutes et bonjour à tous, voleurs de voitures au grand cœur et musiciens parodiques à frisette, bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés aujourd'hui, et comme chaque semaine, vu le sommaire, je retrouve notre World Journal Jorgensen. Complètement bouleversé le début de l'émission, c'est très bien. Bonjour Gauthier. Très dynamique, bonjour Romain. Alors je rappelle, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Aujourd'hui Gauthier, tu l'as compris, deux séries à l'honneur avant de faire l'agenda. On va d'abord parler de Duster, un road trip vintage qui allie des bagnoles et les droits civiques américains, mine de rien. Exactement. Et ensuite tu vas nous parler dans la rubrique Ne cherchez plus, tu sais, je réexplique pour les gens qui nous découvrent pour la première fois, ouais. C'est la rubrique qu'on a appelée Ne cherchez plus, plutôt que de scroller derrière son écran, les algorithmes, qu'on nous propose 40 fois des films qu'on a vus dans les années 80 ou 90. Ouais. Arrêtez de scroller, justement. On a une recommandation pour vous. C'est quoi la reco cette semaine ? Cette semaine, c'est un film parodique, un film qui parodie les biopics musicaux. Vous savez ce que c'est, les biopics musicaux ? C'est quand on vous prend une grande figure de la scène des années, en général du XXe siècle, que ce soit Freddie Mercury ou Michael Jackson ou Bob Dylan ou je sais pas qui, et qu'on vous refait toute l'histoire de A à Z, de comment ils... Oui, Edith Piaf, chez nous. Comment ils sont devenus célèbres et puis comment la célébrité leur a tourné la tête, comment ils ont eu des dérives d'alcool, etc., ou de drogue, et puis comment ils sont revenus à la raison, ils sont devenus des légendes. Et cette semaine, on parle de Weird Al Yankovic. C'est un biopic parodique sur ce chanteur américain à l'accordéon qui fait que des parodies de chansons célèbres. Et évidemment, c'est un biopic musical totalement fictionnel, romancé, débile et qui se moque des autres biopics musicaux. C'est génial, on en parle tout à l'heure. Et on terminera l'émission avec l'agenda, avec, vous le savez, une sélection des sorties marquantes qui font cette semaine sur nos plateformes. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinéma Teaser. Je rappelle que Originals est disponible sur toutes les plateformes de podcast et que si vous aimez ce que vous entendez et que vous avez envie de nous aider, le plus simple, c'est de vous abonner à nos réseaux sociaux. On est disponible sur quasiment tous les réseaux sociaux qui existent. Et voilà, si vous likez, si vous allez mettre des petites étoiles ou des commentaires, si vous en parlez autour de vous et qu'on fait de plus en plus de vues et qu'on a des réseaux sociaux de plus en plus gros, on aura de plus en plus la possibilité de faire des émissions de qualité et récurrentes. Oui, d'inviter des personnes un petit peu célèbres, pourquoi pas des personnes de l'industrie et tout ça, ça serait super cool. En tout cas, mettez des petits pouces bleus, plein d'étoiles et puis tout simplement faites-nous des retours. Voilà, en clair, on a besoin de vous. On arrive en fin Absolument. de saison, savoir comment on pourra imaginer la saison 2 de Originals. On est parti pour l'épisode de cette semaine. On commence avec un gros plan, et ce gros plan, il est sur, on l'a dit, la série Duster. L'actu de la semaine, c'est donc cette série avec Josh Holloway, qui était Sawyer dans Lost. Et là, il est de retour dans une nouvelle série, qui est encore une fois estampillée J.J. Abrams, qui était le producteur derrière Lost. Et on est sur une série, cette fois en 8 épisodes, à découvrir sur Max. How do you feel about violence? I'd be lying if I said the work I do doesn't go upside down sometimes. If that were to occur, what would you say? Where are we going? There she is, the rookie who thinks she can take down the Southwest Al Capone. You're pretty intense. It's because I play to win. What about the Duster? Who's the driver? Magic on wheels. I do love my job. Hold it right there. Alors, je te fais le pitch, Gauthier, évidemment, même si tu l'as déjà vu, tu pourras me dire s'il est bien fait. Le pitch, c'est, on va dire, c'est un peu le synopsis, en quelque sorte. Alors, dans l'Amérique du Sud-Ouest des années 70, Nina, une jeune femme noire courageuse et déterminée, issue du mouvement pour les droits civiques et fuyant un groupe extrémiste, s'allie à un voleur de voitures au passé douteux et ensemble, ils plongent dans un univers criminel dangereux entre cavale, tension raciale et vengeance. Oui, c'est pas mal fait ce pitch, effectivement. Alors, il y a deux événements avec cette série Duster. Le premier événement, c'est, comme tu l'as très bien rappelé, le retour de J.J. Abrams au monde de la série,
Qui c'est J.J. Abrams? C'est le gars derrière les séries Alias et Fringe, il me semble, et puis surtout derrière les séries Lost, Portée, Disparu, qui a tellement marqué les années 2000. Et puis c'est aussi le gars qui est passé derrière la caméra au cinéma pour Star Trek, le reboot de la saga Star Trek. Un film qui avait beaucoup marqué son époque aussi, qui s'appelait Super 8, qui faisait beaucoup de clins d'œil au cinéma de Steven Spielberg, tout simplement. Et il a eu du succès à tel point qu'il est devenu le récupérateur de la saga Star Wars, avec le réveil de la Force, et puis l'épisode 9 qui s'appelait L'Ascension de Skywalker, il me semble. Oui. Voilà. Alors moi j'aime bien dire que il a comblé le grand schisme de la science-fiction en faisant et du Star Trek et du Star Wars. Oui. Alors avec les plus ou moins de réussite. Et les fans de Star Wars sont réconciliés à travers lui. Ouais. Alors c'est quelqu'un, on vient de le dire, qui a beaucoup marqué le monde du cinéma et de la série. J'avoue que moi, il m'intéresse peut-être un peu plus sur petit écran que sur grand écran, parce que je suis pas très satisfait de ce qu'il a fait à la saga Star Wars. Mais peu importe mon opinion, là, c'est son retour en force avec cette série HBO Max qui s'appelle Duster. Et lui à qui on avait tant, peut-être pas reproché, enfin si, reproché dans un sens et puis félicité dans un autre, dans sa manière d'être comme disent les enfants, un copiteur, un petit peu, quelqu'un qui recopie le travail des autres. Un bon élève. Un bon élève qui a toujours un œil sur la copie de Spielberg et puis un autre sur la copie de James Cameron ou je sais pas trop qui, tu vois, enfin de gens hyper confirmés. Là, il recopie un peu aussi, mais il change totalement d'univers et ça, je trouve ça très satisfaisant parce qu'en regardant Duster, c'est le deuxième événement selon moi, c'est que on retourne, c'est une série qui retourne à une nostalgie que j'aime beaucoup, qui est la nostalgie des années 70 et peut-être même la nostalgie des gens qui ont fait le cinéma de la nostalgie des années 70. Je m'explique, quand on regarde Duster, immédiatement, ce qui nous vient en tête, c'est un peu le cinéma de Tarantino. Mais pas n'importe quel Tarantino, le Tarantino de Jackie Brown, tu vois. Vraiment le Tarantino un petit peu précieux et cinéphile et presque fétichiste. Aussi bavard aussi assez bavard, mais ce qui me vient aussi, et c'est pour ça que j'aime autant la série, c'est que déjà j'aime beaucoup le cinéma de Tarantino, mais ça me faisait aussi appel au cinéma des frères Cohen, et vraiment à ce que je préfère du cinéma des frères Cohen, c'est-à-dire les petites roublardises dans l'Amérique paumée, le crime, mais pas à très grande échelle, avec le FBI qui vient surveiller tout ça, dans l'Amérique où des grands espaces, l'Amérique où il n'y a pas grand-chose, puisque tout ça se passe en Arizona. Et une sorte peut-être de mélange entre l'humour de Fargo et l'univers visuel de No Country for Old Men, si tu veux, quelque chose comme ça, quoi. Tu l'as bien expliqué, l'histoire raconte comment une jeune recrue du FBI, une jeune femme, vraiment jeune femme afro-américaine, va se faire offrir. Elle vient de Baltimore, donc vraiment la côte nord-est des États-Unis, et elle se fait offrir comme premier boulot, qui est en fait un placard complet à première vue, d'aller démanteler un petit syndicat du crime en Arizona, à Phoenix, dans la ville de Phoenix, donc totalement le sud-ouest des États-Unis, rien à voir, c'est vraiment deux mondes, le choc des mondes, quoi. Et elle, au lieu de dire « Ah ben non, les gars, vous êtes en train de me foutre dans un placard pour mon premier boulot », au contraire, elle dit « Oui, monsieur, c'est exactement ce que j'ai envie de faire et je vais le faire très très bien ». Donc elle va quasiment à l'autre bout du monde, enfin à l'autre bout de ce pays immense, pour aller essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Et effectivement, elle va faire copain-copain avec le chauffeur du caïd local et essayer de le retourner en lui disant « Tu sais, le frère ton frère qui est mort là dans un incendie, il est peut-être pas mort par hasard et c'est peut-être bien ton patron qui... Moi, j'ai des preuves disant que c'est probablement ton patron qui l'a fait zigouiller. Et à partir de là, il va se mettre d'accord avec elle pour un petit peu cafeter des infos sur la pègre locale. Alors, sa voiture, qui est le Duster du titre, sa voiture, on dirait la voiture de Starsky et Hutch, quoi. Donc on est dans un appel de pop culture un petit peu comme ça. Rien que la police d'écriture qui fait le nom de la série, moi j'ai vu la bande-annonce en l'occurrence, on est vraiment dans cette iconographie. Ah oui, totalement. Et pour apprécier Duster, il faut être dans cette nostalgie, non seulement des séries des années 70,
mais aussi un peu de la blaxploitation, c'est-à-dire les films d'action, les films d'exploitation, les nanars des années 70, mais qui mettaient la communauté afro-américaine en avant. Là, c'est encore le cas parce que la communauté afro-américaine, elle est très mise en avant. C'est-à-dire l'héroïne est afro-américaine, mais aussi le caïd de la paix locale est un afro-américain. On retourne les codes habituels. C'est pas du tout le flic blanc qui va... enfin, l'agent du FBI blanc qui va enquêter sur une société criminelle dirigée par des blancs et employant des blacks. Là, c'est vraiment le contraire. C'est l'agente, donc la jeune agente du FBI afro-américaine. Rachel Ilson. Exactement. Qui va donc enquêter sur ce syndicat du crime tenu par un afro-américain et dont le chauffeur est un petit blanc un peu white trash, quoi. Et là, ce chef de gang impitoyable, c'est Keith David, qu'on avait pu voir notamment dans The Thing. The Thing de John Carpenter, c'est une légende, le mec, c'est une légende complète. Tu sais à quoi ça me fait penser? Alors, en toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas du tout dans le même univers, mais si tu reprends les traits, à savoir une héroïne forte, vraiment en personnage principal, qui se fait aider par une sorte de cow-boy yankee, etc., bah, c'était aussi la série Fallout qu'on avait eue il y a quelque temps. Oui, un petit peu. Un petit peu. C'est vrai que ça fait un petit peu penser à ça, sauf que pour aimer Fallout, il faut vraiment épouser l'idée de le post-apo, la science-fiction, un petit peu l'idée aussi d'une adaptation d'un jeu vidéo, des clins d'œil à Twin Peaks hyper appuyés et tout. Là, le programme est quand même plus simple. C'est-à-dire, si vous êtes un petit peu nostalgique des années 70 ou tout simplement de l'idée qu'on se fait des années 70, bah là, c'est vraiment fait pour vous. Il y a des clins d'œil à tout. Il y a des clins d'œil au road movie, comme tu as dit. Parfois, on pense à Vanishing Point, qui s'appelle Point Limite Zéro, je crois, en français. Il y a parfois des clins d'œil à Bip Bip et le Coyote. Parfois, il y a des clins d'œil... Alors, je disais à la blaxploitation, bien sûr, on n'est pas non plus dans les trucs à la... quand Pam Grier, la célèbre actrice de la blaxploitation, était sur le devant de la scène, parce que tout ça était très érotisé à l'époque. Là, on est plus... L'érotisme n'a plus rien à voir avec tout ça. Mais parfois, il y a des petits accents néo-noirs aussi, parce que on met le nez dans une enquête et on va suivre un faisceau d'indices qui va nous emmener beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait, dans des espèces de petites machinations qui impliquent un ancien agent du FBI qui serait allé à l'asile et tout ça. Enfin, bon, c'est un vrai bonbon, cette série, et c'est tellement un bonbon que ça fait justement l'effet des films de Tarantino, de certains films de Tarantino, qu'on regarde en se disant « Ouh là là, ça a l'air très cinéphile », et même pour les gens qui ne sont pas aussi cinéphiles que ça, c'est agréable. C'est-à-dire où on se dit « Ah, je vois bien qu'il y a plein de rêves dans tous les sens, et je suis heureux de savoir qu'il y en a qui les ont, et je suis même heureux de savoir que moi, je les ai pas toutes, quoi. » L'écriture en millefeuille. Oui, l'écriture en millefeuille. On prend ce qu'on connaît, ce qu'on peut en récupérer, quoi. Parfois, il y a même des petits côtés un peu machetés avec des hommes de main, du caïd d'en face qui viennent poursuivre le héros et qui ont, tu vois, qui ont des lames qui sortent des manches et tout. Enfin, c'est pas des personnages qui existent. C'est pulp. Oui, c'est pulp, c'est absurde. Mais c'est super kiffant, c'est funky fresh. Voilà, je qualifierais cette série de funky fresh. Est-ce que le duo formé donc par Nina et Jim, on l'a dit, c'est les deux héros-héroïnes, donc Rachel Ilson et Josh Holloway, ils renouvellent la figure classique du duo en cavale ou il s'inscrit dans une continuité? Il y a quelque chose d'assez crédible qui est qu'au début, sur la première moitié de la série, ils sont assez méfiants l'un de l'autre. D'ailleurs, le personnage du conducteur du bolide n'arrête pas d'appeler l'agent du FBI Baltimore. C'est son petit surnom, vu qu'elle vient de l'autre bout du monde. C'est ça qu'il a défini, c'est Baltimore, quoi. C'est drôle parce que déjà, son personnage de Sawyer dans Lost avait une écriture où ce qu'il faisait souvent, c'était prendre un trait physique d'un des autres personnages et le limiter à ça. Et le limiter à ça en lui donnant ce surnom. Par exemple, le personnage un peu ambigu de Locke était devenu Monsieur Propre. Et c'était Monsieur Propre tout le temps à chaque épisode. Et donc ils sont méfiants l'un de l'autre et ils s'envoient un petit peu des vannes sur les 4 premiers épisodes. Et puis on sent venir peu à peu la dynamique du buddy movie, tu vois. Et ça, c'est très plaisant parce que c'est très cohérent en plus avec le genre proposé.
c'est un tandem qui fonctionne très bien. D'autant que l'héroïne, au début, elle fait équipe avec un natif américain. Je ne sais pas comment on les appelle en français, parce que je sais que amérindien, ça se dit plus tellement. Bon, non, mais c'est un descendant natif, c'est un descendant d'autochtones. Donc, elle a un coéquipier qui fait partie de cette communauté-là. Et en vrai, si tu regardes un petit peu tous les personnages principaux, t'as un petit peu des tranches, une découpe en tranches sociales de l'Amérique telle qu'elle existe aujourd'hui, quoi. Enfin, ou au moins très, très symptomatique de l'Amérique telle qu'elle existait dans les années 70. Alors justement, cette esthétique rétro 70s, c'est un hommage visuel ou tu penses vraiment que ça sert d'outil narratif en même temps ? Moi, je préfère consommer ça comme un hommage visuel, mais c'est un hommage visuel très pertinent et hyper bien fait. C'est-à-dire qu'on ressent l'amour sincère de ce cinéma-là et de cette époque-là dans toute l'élaboration de la production de cette série, qui en plus est très, très, très bien produite, très jolie à regarder. C'est à la grande différence, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, de ce qu'avait fait James Mangold sur le dernier Indiana Jones. On sentait que c'était ça l'ambition, mais que ça l'emmerdait un petit peu. C'est genre, ah oui, il faut que je fasse un truc fin 60, début 70. Bon, on va ramener un peu des coupes afro, des personnages comme ça, un peu d'ambiance hippie, mais que ça... Et on a marché sur la Lune, et puis ça y est. Oui, et voilà. Et au fait, ça l'intéressait pas tant que ça de reconstituer. Alors que là, vraiment, la reconstitution, elle est au centre... pas seulement de la narration, elle est au centre de tout, de l'image, de l'intérêt même de cette série. Et voilà, je peux pas vous dire mieux que si vous aimez le cinéma de Tarantino, si vous aimez un petit peu la cinéphilie, si vous aimez le cinéma des frères Cohen, vous allez vous régaler devant Duster. Dernière question, justement, toute cette... tout ce récit des années 70, etc. Qu'est-ce que ça raconte de l'Amérique d'aujourd'hui ? Tu penses qu'il y a un propos sous-jacent ou ils sont pas allés jusque-là ? Déjà, ce que ça dit de l'Amérique d'aujourd'hui, c'est qu'elle est très... elle a évolué par rapport à cette époque-là. On sent bien... enfin, il y a un propos quand même dans cette série, mis à part ce côté très cinéphile et très... je fais des hommages à tout et n'importe quoi. Il y a un propos où on sent bien que cette jeune agente parfaitement compétente du FBI arrive dans un milieu d'hommes blancs qui l'infantilise, qui la traite de manière sexiste, raciste... et qui l'envoie tout de suite faire des corvées que eux jugent absolument, je sais pas dignes d'eux et tout ça. Donc il y a un propos pour nous dire, vous voyez quand même, depuis l'époque, on a un petit peu évolué, mais il y a encore des restes de ça, évidemment, aujourd'hui, quoi. Ça me rappelle, c'est ce que faisait aussi le flic de Beverly Hills, quelque part. Oui, totalement, mais il y a vraiment, j'y ai pensé aussi, il y a un côté flic de Beverly Hills là-dedans, dans ce retournement de situation, le héros black qui va enquêter dans un milieu de nantis blancs. De nantis blancs, ouais. Alors dans le flic de Beverly Hills, c'était vraiment... oui, parce que lui, il vient de Détroit, qui est une ville hyper violente, et il arrive à Beverly Hills, et c'est Hollywood, et le strass, les paillettes, et tout ça, quoi, Los Angeles. Bon, là, elle vient de Baltimore, qui est plutôt le milieu éduqué, côte Est, les gens instruits, et elle va vraiment chez les bouseux de l'Arizona, là où il n'y a rien. Enfin, bon, mais ça reprend quand même cette dynamique de, effectivement, on change. On n'a plus un héros blanc qui va explorer les autres communautés. C'est vraiment l'inverse, ouais. Merci beaucoup Gauthier. Je rappelle que Merci ça s'appelle à toi. Duster et que c'est disponible sur Max depuis le 15 mai. Et je te propose... C'est un de mes coups de cœur de l'année. Pour le moment, j'ai été vraiment très très agréablement surpris. Je vous le recommande vraiment. Bah, écoute, tu le pointeras dans notre émission récap de fin d'année. Avec plaisir. Laissons, je te prie, de côté l'asphalte et le bitume pour un film étrange sur un chanteur étrange. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Effectivement, on parle aujourd'hui d'un film parodique sorti en 2022 et qu'on peut en ce moment voir sur Prime Video, je crois. Ça s'appelle Weird : The Al Yankovic Story et c'est entre autres avec Daniel Radcliffe aka Harry Potter. Alors déjà, imaginez-vous un chanteur américain qui porte des chemises hawaïennes, qui a des cheveux un petit peu comme les miens, c'est-à-dire longs et très très bouclés, qui font tellement bouclés qu'ils font des anglaises. Paul Naref, mais brun. Voilà, oui, c'est ça.
Il est rondouillard, il a une moustache et surtout il a un accordéon. Et avec cet accordéon, il fait des parodies. Et dans ce film, il est interprété par Daniel Radcliffe, celui qui jouait Harry Potter. Weird Al Yankovic. I love it. Weird Al has taken the world by storm. Do I know you? Madonna, I was wondering if you were going to do a parody of my song, Like a Virgin. I'm curious, is that song autobiographical? Yes. Except for the fact that I've had a lot of sex. Name me one creative genius that doesn't have a checkered past involving alcohol That's the medicine. and drugs. I think Madonna's a bad influence on you. What? No offense. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet qui a l'air génialement débile? Attends, une question quand même au préalable. Ce mec, il existe en vrai quand même. Bah oui, c'est Al Yankovic, de son nom de scène, Weird Al Yankovic, c'est-à-dire Al Yankovic le bizarre. Il existe vraiment et il est connu depuis bientôt 50 ans. Et c'est ça qui est génialissime, c'est que c'est un vrai artiste qui fait vraiment des chansons parodiques, qui les fait vraiment avec son accordéon et en les chantant. Et depuis le début de sa carrière, qui doit dater du début des années 80 à peu près, sa carrière, il s'applique à parodier les chansons les plus célèbres du top 50, en gros, hein, on peut dire ça comme ça. Mais il refait, genre il garde la chanson, la mélodie, il refait à l'accordéon. Il refait l'instrumental à Il l'accordéon. refait toutes les paroles pour en faire un truc qui va ailleurs. Et voilà, il en refait les paroles. Je sais même pas si c'est un truc qui va ailleurs. C'est vraiment, ça a l'air de lui sortir de la tête. Par exemple, il avait repris Like a Virgin de Madonna, ce qui veut dire comme une vierge, et il l'avait appelé Like a Surgeon, ce qui veut dire comme un chirurgien. C'est absurde, tu vois. C'est juste, tu sens bien que le gars, il jouait la chanson et qu'il s'est dit Like a Surgeon. Tiens, ça sonne un peu pareil, mais ça me vient comme ça. Je vois qu'il y a un Amish Paradise au lieu de Gangsta's Paradise. Ouais. Absolument. Il y a I'm fat au lieu de I'm bad. Il y a Eat It au lieu de Beat It pour Michael Jackson. Il y avait My Bologna au lieu de My Sharona. Enfin, Okay, bon. il y en a sur 50 ans de carrière, il y en a. Exactement. Voilà. Et il continue encore aujourd'hui puisque il a parodié Poker Face de Lady Gaga en appelant ça Polka Face. Et évidemment, puisqu'il joue de l'accordéon, donc ça tombe bien. C'est très marrant. C'est très marrant. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que si tu veux, c'est un gars qui, en gros, le résumé de sa vie, c'est qu'à 20 ans, au début des années 80 et sur des cassettes qu'il enregistrait lui-même chez lui, il s'amusait à jouer de l'accordéon et à faire des chansons parodiques, et par un miracle qu'il ne s'explique pas vraiment lui-même, le truc a fait boule de neige, est tombé dans l'oreille d'un studio et l'a propulsé de manière éclair sur le devant de la scène. Et depuis, il est sur le devant de la scène, mais il a rien d'autre à raconter. C'est un gars extrêmement simple, si tu veux. C'est quand même un original. C'est un original, mais c'est même pas quelqu'un, c'est pas un esthète de la musique, comme l'étaient les Flight of the Conchords dont je vous ai parlé il y a quelques émissions, qui eux font de la parodie musicale, mais c'est pas des reprises, ils font pas des reprises, c'est des gens qui utilisent leur savoir-faire hors du commun de la musique pour imiter des genres musicaux. Là, Weird Al Yankovic, c'est un mec un peu beauf, un peu bourrin, qui prend C'est presque un peu Didier Super, mais oui, qui c'est ferait presque des parodies au lieu de faire des créations. à l'accordéon, exactement, Ouais. voilà. Et donc, il y a quelques années, il y a deux ou 3 ans, je sais plus. En 2022, si tu veux parler du film. Oui, c'est ça, c'est sorti en 2022. Lui est venu l'idée de produire et de jouer dans son propre biopic, en voyant le succès incroyable des biopics sur Freddie Mercury et autres, Elton John et tout ça. Il s'est dit, mais pourquoi j'aurais pas mon propre biopic musical, et on pourrait appeler ça Weird The Al Yankovic Story. Et donc, il est joué par Daniel Radcliffe, Harry Potter, dans la peau de Weird Al Yankovic, et il raconte sa propre légende en la parodiant évidemment et en reprenant tous les clichés des grandes scènes des biopics musicaux. Par exemple, le début, c'est son père qui lui dit « Non, tu joueras pas de l'accordéon, espèce de petit rebelle !» Et lui qui dit « Mais papa, moi je veux jouer de l'accordéon, c'est mon destin !» Tu vois, enfin, des trucs débiles comme ça. Et évidemment, la première reprise qu'il fait un petit peu par hasard en écoutant My Sharona dans sa coloc avec des potes, il se met à la jouer un petit peu discrètement dans un coin de la pièce. Et puis là, lui viennent des paroles et il fait... My Bologna, en regardant un morceau de saucisson sur la table, tu vois. Et là, il y a le monde qui s'arrête, il y a un gros silence, et il y a tous ces colocs qui le regardent en disant «
mec, tu m'as mis les poils là, j'ai la chair de poule et tout. Donc il y a plein. Évidemment, plus le film avance, plus il devient une sorte de. Je sais pas, vous connaissez les As, vous connaissez Y a-t-il un flic C'est les producteurs et les réalisateurs des Y a-t-il un flic Voilà, ou oui, Y a-t-il un pilote y a-t-il un pilote dans l'avion, ce genre de film où tout est un gag visuel, c'est hyper foisonnant, mais donc voilà, plus le film progresse, plus il devient ça, c'est bien naturel, et c'est toujours clairsemé. Alors déjà, il y a chaque figurant est un mec célèbre, hein. Vous allez voir. Je vois par exemple Madonna est interprétée par Evan Rachel Wood. Evan Rachel Wood, mais alors elle, pour le coup, elle a un grand rôle. C'est pas de la figuration, elle a un vrai rôle central dans le film, puisque elle va devenir la harceleuse de Weird Al Yankovic. Oui, ça invente une histoire d'amour fictive avec. Exactement. Et puis au fil du film, lui, il va devenir un espèce de néo-Rambo qui va régler tous les conflits dans le monde et tout ça. Mais avant ça, il y a des petites. Il y a des petits moments de garden party, par exemple, où à chaque coin de l'image, tu vois Jack Black, tu vois, il me semble que c'est Conan O'Brien qui joue Andy Warhol, tu vois, enfin, il y a un autre mec qui joue Pee Wee Herman. C'est un peu de la société américano-américaine des années 80. Ils se sont fait plaisir. Mais voilà, ils se sont fait plaisir en faisant des clins d'œil avec des célébrités d'aujourd'hui, en faisant des clins d'œil à d'autres célébrités de l'époque. C'est un peu comme quand Alain Chabat fait un projet qui fait venir tous les copains, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, il faut voir que même si tout ça est une parodie, il y a aussi un petit côté Weird Al Yankovic, dans les années 80, il a côtoyé véritablement dans des garden parties. Il a forcément croisé Pee Wee Herman et Andy Warhol et tous ces mecs-là. Donc, il y a une... Dans une garden party, justement, au début du film, il y a une scène génialissime où donc il commence à se faire un petit nom en tant que parodieur, jeune parodieur un peu génial. Et au coin de la piscine, il y a un mec qui vient lui taper sur l'épaule un peu arrogant et qui lui dit « Tu sais qui je suis, moi ?» Et l'autre, il fait « Bah non, pas du tout. » Et « Je suis John Deacon. » Alors déjà, il y a un gros blanc, genre, personne ne sait qui est John Deacon. Il fait « Ouais, je suis le bassiste de Queen. » Et on fait ouais, oh, ok. Et là, il lui dit, je te parie que tu seras incapable de reprendre une chanson de Queen à l'accordéon et de la parodier en temps réel. Et là, il se met à jouer Another One Bites the Dust à l'accordéon et il se met à improviser des paroles qui disent Another One Rides the Bus, qui veut dire encore un qui monte dans le bus, ce qui est complètement débile. Et il y a tous les figurants qui sont derrière, qui se mettent à jouer avec lui comme si... Mais c'est comme ça qu'on nous présente les chansons dans les biopics musicaux. Hein. On nous les présente comme si elles se faisaient magiquement comme ça. Et ben là, c'est une scène pour se moquer de ça. Évidemment que les chansons, ça se prépare, ça s'enregistre, ça se travaille. On fait pas une chanson claque comme ça, quoi. Oui, parce que c'est un film qui, donc tu disais, est une parodie de la vie de cet artiste. Mais à côté de ça, c'est une parodie des films de biopics qui ont toujours le même cliché de le moment de rupture avec le groupe, le moment de je tombe dans la drogue et le sexe et la dépravation, et puis je m'affranchis de mes démons pour me transcender et arriver au succès. Il y a tout le temps ce truc-là. Exactement, et là tu le décris très bien parce que c'est exactement l'originalité de ce film en particulier, puisque le biopic musical parodique, on en avait déjà eu un avec un film qui s'appelait Walk Hard, avec John C. Reilly en 2007, et qui était déjà super drôle, super réussi, mais c'était pas une vraie figure du monde de la musique. C'était un mec qu'on avait inventé pour se moquer du biopic parodique. C'était une fausse star, si tu veux. Alors que là, il y a une vraie star qui a eu une vraie vie derrière ce projet. Donc, c'est un... Weird Al Yankovic s'est dit... Moi, je vais prendre mon destin à moi et je vais le mettre en image et je vais volontairement me foutre à la fois de ma gueule et de la gueule de ce genre du biopic musical. C'est hyper réussi et si vous aimez bien l'univers de Weird Al Yankovic, vous verrez qu'à un moment, il tient lui-même un petit rôle dans le film. Heureusement. Eh oui. Merci Gauthier. Donc ça s'appelle Weird 2. The Al Yankovic Story. Et donc c'est dispo sur Prime Video en ce moment. Oui, et c'est Harry Potter qui joue le premier rôle. C'est délicieusement débile, ça, quand même. Merci beaucoup Gauthier. Je te propose Merci maintenant de passer à l'agenda. L'agenda, prenez donc vos crayons et vos agendas. Cette semaine, donc la semaine du 12 au 18 mai, on va parler de pas mal de choses. Déjà, on va parler d'un truc un peu compliqué puisque ce sont 3 documentaires qui sortent sur Netflix, tous à une semaine d'intervalle. Le premier est sorti la semaine dernière, le 6 mai. Le 3 sortira le 20 mai dans quelques jours. Et cette semaine, exactement le 13, on a l'épisode du milieu. Alors tu vas me dire, d'accord, il y a 3 documentaires sur Netflix. C'est réuni sous l'appellation L'envers du sport. Ouais.
Et cet envers du sport, il va parler de faits divers qui se sont passés à travers des figures éminemment connues du monde du sport ou qui s'y rattachent de près ou de loin, mais très américaines. Le premier, celui qui est déjà sorti, il s'appelait Tir en suspension. Et on parlait d'une dispute qui est liée à une dette de jeu qui dégénère avec une confrontation avec des balles tirées dans les vestiaires de la NBA. Ah la vache. Ah oui. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais. Cette semaine, on en a un, ça s'appelle La vérité sur le Liver King. Et alors là, c'est un espèce d'énorme colosse barbu qui prône. Donc, il s'appelle Brian Johnson, qui se fait appeler le Liver King. Et c'est un influenceur qui est connu pour son régime à base de viande crue, son physique donc impressionnant. Et donc, le documentaire, lui, il va dévoiler les dessous de l'empire du fitness en mettant en lumière l'utilisation de stéroïdes, alors que lui disait que non, et tout ce qu'il y a autour qui n'est pas très reluisant. Et ceux de la semaine prochaine, lui, il va revenir sur la carrière de Brett Favre, que nous, on ne connaît pas trop, mais c'est une légende de la NFL, donc c'est du foot américain, et de toutes les controverses qui ont attaché sa réputation. Ça s'appelle Quarterback à scandale. Donc voilà, si vous aimez le sport et ses à côté, et le sport américain et ses à côté et ses déviances, vous avez sur Netflix 3 docus comme ça que vous pouvez donc rattraper et rattraper surtout le train en marche. On reste sur Netflix avec peut-être l'une des plus grosses sorties de la semaine aussi, mais elle est dédiée quand même aux fans de science-fiction essentiellement et d'animation, puisqu'on va parler du volume 4, donc la saison 4, de Love, Death and Robots. Donc je rappelle, une série d'anthologie animée, donc ça revient sur Netflix. Le volume 4 en 10 épisodes qui est dispo depuis hier, le 15 mai. Et donc cette nouvelle saison, elle propose 10 courts-métrages qui explorent encore une fois des thèmes variés tels que la science-fiction, l'horreur, la comédie et le fantastique, et chacun réalisé par des équipes créatives très distinctes, ce qui donne des univers graphiques absolument différents. Cette fois, on repousse encore les limites de l'animation et de la narration, notamment par quelques réalisateurs invités, puisque par exemple, le premier épisode qui s'appelle Can't Stop, et qui est une reconstitution en marionnette du concert légendaire des Red Hot Chili Peppers en 2003 à Slane Castle, et c'est réalisé par David Fincher. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Ouais. Et donc comme ça, il y a plein d'épisodes. Donc là, on est sur des espèces de marionnettes animées. Enfin, on fait comme si, c'est généré par computer, etc., par ordinateur. Et puis l'épisode d'après, il peut être quasiment photoréaliste. Celui d'après, très cartoon. Voilà, on a des univers vraiment très différents. Mais à chaque fois, l'un des thèmes ou plusieurs des thèmes du titre, Love, Death, Robots, donc des robots, de l'amour et la mort, sont entremêlés pour plus ou moins de poésie ou de cynisme. Et c'est des petits épisodes, tu m'avais dit, de 10, 15, 20 minutes ? Ouais, pour la plupart. Il y en a certains qui sont un peu plus ambitieux et d'autres qui sont carrément des courts-métrages de 5 minutes. D'accord. Donc voilà, Love, Death and Robots, volume 4 sur Netflix. On va passer toujours le 15 mai du côté de Prime Video avec un film. Et je suis désolé, ce film est un nouveau film. Il a des grands noms derrière et pourtant on a l'impression que c'est le même film qu'on a déjà vu 40 fois. C'est réalisé par David Ayer. Tu vois qui c'est, David Ayer ? Très bien. Voilà, c'est le mec qui a fait Suicide Squad entre autres. Ouais. Et ce film est coécrit avec Monsieur Sylvester Stallone. Ah, c'est pas vrai. Eh oui, Ouais. Sylvester Stallone qu'on connaît derrière les gants de Rocky ou la mitraillette de Rambo, mais aussi c'était quelqu'un qui a poussé ce Rambo au début, qu'il a écrit, etc., ou celui de Rocky. On le sait peu, mais il a été oscarisé pour ça, ou nommé aux Oscars. Nommé, c'est sûr. Nommé, c'est sûr. Est-ce qu'il l'a reçu ? Je suis moins sûr, mais nommé, évidemment. Non, on pense tout le temps qu'il l'a reçu parce que le film a reçu l'Oscar du meilleur film. Ça, c'est vrai, mais c'est pas lui qui l'a reçu. Mais c'est pas lui. C'est les producteurs. Mais oui, nommé à l'Oscar. Ouais. Alors, David Ayer plus Sylvester Stallone. Ça donne quoi ? Ça donne quoi ? À ton avis, c'est quoi comme genre de film ? C'est un film d'action. C'est un thriller d'action. Et le héros, c'est Jason Statham. Ah, C'est Jason Statham, évidemment, qui va jouer le rôle de Levon Cade, un ancien commando des Royal Marines reconverti en ouvrier du bâtiment à Chicago. Ah, mais ça y est, je vois ce que c'est. Et t'as vu le C'est jardinier ? A Working Man. C'est Working Man, tout à fait. Ouais, c'est T'as vu le film avec Jean-Claude Van Damme ? Bien sûr. Eh ben, c'est un jardinier, un ancien des forces spéciales qui devient jardinier. Ouais. Bon, bah là, c'est pareil. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas Michael Youn. Ils ont ressorti le texte à trous des plateformes. C'est ça, c'est un scénario Sylvester Stallone et ChatGPT sans doute. Donc voilà, la vie de Jason bascule lorsque la fille de son patron est enlevée par un réseau de trafiquants d'êtres humains et il utilise alors ses compétences militaires pour la retrouver, affrontant une organisation criminelle dirigée par la Bratva à lui tout seul.
Oui, tout comme The Beekeeper, qui était le précédent film avec Jason Statham. Voilà, où il est apiculteur et où il pète des gueules avec Jason Statham. De la même manière, c'est sorti un petit peu partout dans le monde au cinéma, et chez nous, ça va directement sur Prime. Voilà, on attend quelques mois et ça passe sur Prime. Et du coup, c'est Jason Statham, on l'a dit, mais c'est aussi David Harbour et Michael Peña. Ouais. Et je crois que ça s'est déjà rentabilisé au box-office. Hein, donc chez nous, c'est juste pour le fun. Toujours le 15 mai et toujours sur Prime Video, une série cette fois en 8 épisodes qui s'appelle Surcompensation. Ah. Surcompensation, ouais. J'imagine. C'est une série comique dramatique qui est produite par A24, qui est quand même une boîte de prod qui essaie de faire des choses un petit peu auteur, j'ai envie de dire. Absolument. Si je simplifie un petit peu. Et par Jonah Hill, la boîte de Jonah Hill aussi. Et c'est donc une série adolescente. Qui suit Benny, un ancien joueur de football universitaire qui tente de maintenir son image de garçon parfait tout en cachant son homosexualité. Et à l'université, il rencontre Carmen, qui est une lycéenne marginale qui, elle, est déterminée à s'intégrer coûte que coûte. Donc en fait, ce duo va faire alliance, et la série explore avec humour et sincérité les thèmes de notamment la masculinité toxique, des identités queer et des relations familiales dans un style qui rappelle un petit peu les séries Sex Education ou Euphoria. C'est un peu entre les deux. C'est moins trash qu'Euphoria, un peu moins teen que Sex Education. Voilà, on est dans l'entre-deux. C'est porté par Benito Skinner, mais dans les rôles secondaires, on peut citer notamment Connie Britton et Kyle MacLachlan qui font les parents. Ah bah génial. Ouais. Voilà. Et il y a pas mal d'apparitions de stars, notamment Charlie XCX qui fait la bande son et qui apparaît un petit peu. Et on retrouve aussi Megan Fox ou James Van Der Beek, Monsieur Dawson. Ouais, en parlant de bande-son, là, tu m'as fait prendre conscience que j'avais oublié de vous dire sur Duster que la bande-son est formidable. Là. Des chansons mythiques, s'il en a. Des années 70s. Voilà. On passe cette fois au 16 mai et sans doute l'un des grands rendez-vous de Apple TV+, en 10 épisodes. Ça s'appelle Murderbot. C'est une série, donc c'est la saison 1. Une comédie de science-fiction qui est adaptée des romans primés de Murderbot Diaries de Martha Wells. Alors, le pitch, c'est quoi ? C'est que dans un futur technologique avancé, un androïde de sécurité semi-organique, donc en gros, il est joué par un être humain et il y a du faux à l'intérieur, hein, comme tous les androïdes, cyborgs, etc. Qui est connu donc sous le nom de Murderbot et qui est interprété par Alexander Skarsgård, le frère aîné. Donc il désactive secrètement son module de contrôle pour acquérir une conscience autonome. Et plutôt que de se rebeller violemment, comme on le voit la plupart du temps dans tous les trucs liés aux IA, genre Terminator, ou Blade Runner, ou n'importe, la liste est longue. Lui, il préfère passer son temps à regarder des soap-opéras futuristes, notamment The Rise and Fall of Sanctuary Moon, et donc il y a une fausse fiction dans la fiction, un peu comme Red is Dead dans La Cité de la Peur. Ouais, c'est ça. Et dans cette fiction-là, il y a des acteurs comme John Cho. Et puisqu'on voit des petits bouts, etc. Et donc lui, il regarde son soap opéra tout en prétendant obéir aux ordres pour éviter d'être désactivé. Et alors en fait, il est chargé de protéger une équipe de scientifiques qui part sur une planète dangereuse, et il doit naviguer entre ses propres émotions qu'il est en train de découvrir, un peu comme un ado, et toutes les interactions humaines complexes et les menaces extérieures, tout en cachant sa véritable nature. Voilà, donc le but, c'est la protection et en essayant d'être juste cool, quoi. En fait, c'est The Big Lebowski de l'espace. Donc, ça serait encore mieux avec des nazis. The Big Lebowski de l'espace avec des nazis. Et je crois qu'il se fait appeler Assassin, comme synthétique, assassin, un jeu de mots en VO. Ouais. J'aimais bien cette appellation, moi qui aime bien les jeux de mots. Voilà. En tout cas, c'est à découvrir sur Apple TV+, à partir de aujourd'hui, 16 mai. Sinon, en vrac, cette semaine, il y a sur Netflix un docu sur Vinicius Junior qui est sous-titré L'attaquant qui danse. C'est un film qui propose une immersion de près d'une heure et 46 minutes dans la vie de l'attaquant brésilien du Real de Madrid qui fait ses célébrations avec de la capoeira, etc. etc. On a la saison 3 ça c'est sur Netflix, on a la saison 3 de SkyMed, donc c'est une série sur des pilotes d'hélicoptères et d'avions canadaires au Canada, avec tout le corps médical et les infirmiers pour des missions extrêmes dans le Grand Nord.
Et c'est documentaire, tu m'as dit. Ah non, là c'est saison 3, c'est fiction. Ah, c'est fiction. Ouais. C'est fiction. Donc C'est on Paramount Plus. on est encore sur du soap un peu médical, voilà. Et croisé avec de l'intervention tu vois, de secours. Donc ça s'appelle SkyMed. Ok. Et bien sûr, cette semaine, c'est le dernier triptyque de la saison 2 de Andor sur Disney+. Ouais, c'est vrai. C'est Ça la se termine. fin Ouais. de voilà, où ça va faire le lien avec Rogue One. Et vous allez voir que vous allez voir plein d'articles et voir plein de vidéos qui en parlent parce que le final, il est quand même assez attendu. Ouais. Et bien écoute, ce sera tout pour aujourd'hui niveau sortie, et c'est là-dessus qu'on va achever notre émission. C'était Original saison 1 épisode 27 déjà. On remercie notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, Oui, merci les copains et bon festival de Cannes. ainsi que Magic Andou à la production et au mixage. Des bisous en doux. On se retrouve quant à nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé, et toujours plus de créations originales. Salut Romain, salut tout le monde. Bye bye.